Les lumières de Paris clignotaient contre une voûte de nuages menaçants, tandis que le tonnerre roulait au loin, un murmure sourd annonçant l'orage. La pluie battait les rues vides, créant des nappes d'eau qui réfléchissaient la tempête imminente. Au volant de sa Mercedes classe S noire, Nicolas Delacroix manœuvrait avec des mains fermes, son costume coûteux restant immaculé malgré le temps lugubre. Ses yeux froids étaient rivés sur la route de forêt tortueuse qui s'offrait à lui, à peine discernable à travers le balayage rythmé des essuie-glaces. Sur la banquette arrière, les jumeaux de 3 ans, Léo et Lucas, étaient assis tranquillement, leurs petits corps perdus dans leur siège auto. Leurs pyjamas bleus identiques étaient décorés de petits voiliers, un cadeau de leur mère. Les yeux grands ouverts, ils regardaient les gouttes de pluie dévaler les vitres, formant des motifs dans l'obscurité. Ni l'un ni l'autre ne comprenaient pourquoi leur père les avait tirés du lit si tard, ni pourquoi maman n'était pas de la partie pour cette aventure nocturne spéciale. La radio jouait doucement, une berceuse qui semblait incongrue dans la nuit orageuse. « Fais dodo, Cola mon petit frère. » La mélodie se mélangeait au bruit régulier de la pluie sur le toit et au sifflement des essuie-glaces. Léo serrait son éléphant en peluche, son compagnon de nuit favori. À côté, Lucas pressait sa petite main contre la vitre fraîche, suivant du doigt le trajet des gouttelettes. L'intérieur de la voiture semblait lourd de tension, bien que les garçons fussent trop jeunes pour nommer ce sentiment oppressant. Nicolas jetait à peine un œil à ses fils dans le rétroviseur. Sa mâchoire était serrée, ses phalanges blanches sur le volant. Pour lui, ses enfants étaient une anomalie. La preuve d'une liaison qui menaçait tout ce qu'il avait construit. Son empire technologique, sa réputation, son image publique soigneusement façonnée. Tout risquait de s'effondrer si quiconque apprenait leur existence. La solution devait être permanente. La Mercedes ralentit à l'approche du pont de la Loire, un vieux pont en acier enjambant une gorge profonde. La structure se profilait devant eux, sa charpente métallique sombre se détachant sur les éclairs. Nicolas s'engagea sur le pont et s'arrêta à mi-chemin, mettant la voiture au point mort. La pluie martelait plus fort le toit tandis qu'un coup de tonnerre éclatait au-dessus de leur tête, faisant sursauter les 2 garçons. « C'est l'heure de l'aventure », annonça Nicolas, sa voix d'un calme sinistre alors qu'il sortait sous l'averse. Il ouvrit la portière arrière, l'eau de pluie s'infiltrant aussitôt dans son costume de luxe. Avec des gestes précis, il détacha d'abord Léo, puis Lucas, les sortant sur la chaussée mouillée du pont. Les jumeaux se serrèrent l'un contre l'autre, frissonnant dans leurs pyjamas légers. L'éléphant de Léo lui échappa et tomba dans une flaque. Lucas saisit la main de son frère pendant que leur père récupérait un sac de sport noir dans le coffre. « Papa », la voix de Léo était chevrotante. « J'ai peur. » Nicolas ne répondit pas. Il s'agenouilla, sortant ce qui ressemblait à de petites chevillères lestées. D'un geste rapide et efficace, il les attacha aux jambes de chaque garçon, ignorant leurs pleurnichements confus et leurs tentatives de reculer. « Restez immobile », ordonna-t-il sèchement lorsque Lucas tenta de s'écarter. Le petit garçon se figea, les larmes se mêlant à la pluie sur ses joues. Un autre éclair illumina le visage de Nicolas. Il n'y avait là ni chaleur ni hésitation, juste une détermination froide alors qu'il soulevait Léo, puis Lucas, par-dessus la rambarde métallique du pont. Les garçons pleuraient plus fort maintenant, leurs petites mains s'agrippant à ses manches avec terreur. « C'est mieux ainsi », dit platement Nicolas, regardant au-delà de l'eau tourbillonnante en contrebas. La Loire était en crue, sa surface hérissée de rochers et de courants violents. Léo cria lorsque les mains de Nicolas les relâchèrent. Le son déchira la nuit, vite étouffé alors que les 2 garçons plongeaient dans l'eau glaciale. Les poids les entraînèrent immédiatement vers le fond, les aspirant dans les ténèbres du fleuve. Mais le hasard, ou peut-être la chance, intervint. En coulant, la jambe de Lucas heurta une branche immergée. Le choc desserra son poids, et par pur instinct de survie, il se débattit plus fort jusqu'à ce qu'il se détache complètement. À travers l'eau trouble, il aperçut son frère qui luttait non loin de là. Léo se débattait contre le courant, son propre poids toujours attaché, mais le courant le poussa vers un énorme rocher, et ses petites mains réussirent à s'agripper à sa surface rugueuse. Alors qu'il s'y cramponnait, Lucas nagea vers lui, ses petits doigts s'activant sur les sangles du poids de Léo jusqu'à ce que celui-ci tombe à son tour dans les profondeurs. Ensemble, ils luttèrent pour atteindre la surface du rocher, les poumons en feu. Ils refirent surface, à bout de souffle, fouettés par la pluie et le courant, mais vivants. Les jumeaux se hissèrent sur le sommet plat du rocher, leurs pyjamas en lambeaux, le corps meurtri et secoué de tremblements violents dus au froid et à la peur. Au-dessus d'eux, le pont était vide.
Leur père était parti, ne laissant d'autre trace qu'un éléphant en peluche détrempé coincé dans les rochers voisins. Son visage autrefois souriant était désormais le témoin silencieux de leur survie. Épuisés, les deux garçons s'effondrèrent sur la pierre dure. La tempête commença à s'apaiser, sa fureur dissipée. Dans la lumière blafarde de l'aube, une petite barque de pêche apparut au détour du fleuve, son occupant ignorant le miracle et la tragédie qui venaient de se jouer dans ses eaux. Les jumeaux gisaient inconscients mais vivants, leurs petites mains toujours enlacées, ayant survécu à la mort et émergé de ces eaux avec un lien qui allait marquer leur vie à jamais. Le soleil matinal dorait le fleuve, sa lumière perçant la brume qui flottait à la surface de l'eau. Jean Dubois manœuvrait sa petite barque au détour d'un méandre, ses mains tannées tenant fermement la barre. Le vieux moteur produisait un bruit régulier, créant des ondulations sur l'eau calme. Son tatouage délavé de la Marine nationale, une ancre enroulée dans une corde, était visible sous sa manche retroussée alors qu'il se penchait pour ajuster les filets qui traînaient derrière. 40 ans passés sur ces eaux avaient appris à Jean à interpréter chaque clapotis, chaque courant, mais rien dans ces décennies de pêche ne l'avait préparé à ce qu'il vit ce matin-là. À travers le brouillard qui se dissipait, quelque chose attira son regard. Deux petites silhouettes immobiles sur un gros rocher près de la berge. Jean coupa le moteur, laissant la barque dériver. Son cœur manqua un battement lorsque les formes devinrent plus nettes. Deux petits garçons, trempés, leurs pyjamas identiques déchirés et couverts de boue. Ils étaient blottis l'un contre l'autre comme des chiots, mais d'une immobilité inquiétante. Grand Dieu, marmonna Jean, jetant déjà l'ancre. Avec une efficacité de professionnel, il attacha la barque et grimpa sur le rocher glissant. De près, il vit leurs lèvres bleuâtres, les éraflures sur leurs bras et leurs visages. Mais lorsqu'il posa ses doigts rugueux sur leur cou, il sentit un faible pouls sous la peau froide. Vivant, mais de justesse. Jean ne perdit pas de temps à se demander comment ils étaient arrivés là, les questions viendraient plus tard. Pour l'instant, ces garçons avaient besoin d'aide. Il les prit, un dans chaque bras, remarquant leur légèreté, comme s'ils soulevaient deux oisillons mouillés. Leur peau était glaciale contre sa poitrine alors qu'il regagnait prudemment sa barque. Le trajet jusqu'à son chalet forestier en Sologne dura 20 minutes, pendant lesquelles Jean enveloppa les garçons dans les couvertures de survie qu'il gardait à bord. Aucun ne bougea. Leurs petits visages restaient inertes, leurs cils sombres contrastant avec leurs joues pâles. Un sentiment protecteur et féroce s'empara de Jean, un sentiment qu'il n'avait pas éprouvé depuis ses années dans les forces spéciales, lorsqu'il était responsable de la vie de ces hommes. Son chalet se trouvait au cœur de la forêt, à un demi-kilomètre de la route de terre la plus proche. Jean l'avait choisi pour son isolement après avoir quitté l'armée. Aucune ligne électrique n'allait aussi loin. Il produisait sa propre électricité et tirait son eau d'un puits. L'endroit idéal pour disparaître, ou pour cacher quelqu'un qui devait le rester. À l'intérieur, Jean allongea les garçons sur son lit, leur enleva leurs vêtements trempés et les enveloppa dans des couvertures chaudes et sèches. Il ranima le feu dans le poêle à bois et mit de l'eau à chauffer. Tout en s'affairant, sa formation militaire reprit le dessus, évaluant leur état avec une précision médicale. Hypothermie sévère, début d'engelure aux doigts et aux orteils, multiples contusions, possible traumatisme crânien. Mais c'est leur extrême maigreur qui l'inquiétait le plus. Ces enfants avaient été négligés bien avant l'incident qui les avait laissés sur ce rocher. On devinait leurs côtes sous leur peau pâle, leur visage était creusé malgré des joues encore enfantines. Pendant plusieurs heures, Jean surveilla leur température, leur faisant boire du bouillon chaud entre leurs lèvres bleues dès qu'il le pouvait. Son esprit retournait sans cesse à une autre époque, un autre lieu. De jeunes soldats sous ses ordres, blessés et ensanglantés dans des déserts lointains. Il avait appris à l'époque à réprimer ses émotions, à se concentrer uniquement sur la survie des autres. Mais c'étaient des enfants, et quelque chose dans leurs visages identiques ravivait des souvenirs qu'il aurait préféré enfouir. Les jours s'écoulèrent dans un brouillard de soins incessants. Les garçons alternaient entre conscience et inconscience, sans jamais se réveiller complètement. Jean soignait leurs blessures, bandait leurs extrémités gelées et les nourrissait goutte à goutte. Il ne quittait le chalet que pour vérifier son générateur et aller chercher du bois. Il ne dormait que par bribes, lorsque l'épuisement l'emportait. C'est pendant ces moments de demi-sommeil que les garçons commencèrent à parler, non pas éveillés, mais en plein délire fiévreux. Leur petite voix résonnait dans le silence du chalet. « Papa, s'il te plaît. L'eau froide. Le pont fait peur. » Jean écoutait, assemblant les fragments de leur mémoire. Un père, un pont, de l'eau dans le noir.
Le tableau qui se dessinait dans son esprit était horrible mais familier. Il avait vu assez de noirceur humaine pendant ses années dans les services de renseignement pour reconnaître les signes de la violence, même lorsqu'elle prenait le visage d'un parent. Lorsque les garçons ouvrirent enfin les yeux, vraiment éveillés, près de 2 semaines s'étaient écoulées. Jean se retrouva face à 2 paires d'yeux bruns identiques, emplis de confusion et de peur. Ils se serrèrent l'un contre l'autre dans son lit, suivant chacun de ses gestes avec une attention craintive. « Où est papa » murmura l'un d'eux. Son frère lui serra la main plus fort. « Vous êtes en sécurité ici » dit simplement Jean en posant des bols de soupe chaude sur la table de chevet. C'est tout ce qui compte pour le moment. Les jours suivants, les jumeaux reprirent peu à peu des forces. Jean apprit leurs prénoms, Léo et Lucas, bien qu'il dût les observer attentivement pour les différencier. Ils parlaient peu, communiquant surtout par des regards et des gestes, mais ils commencèrent à lui faire confiance, acceptant ses soins avec de plus en plus d'assurance. Jean savait qu'il devait signaler leur présence. L'aide sociale à l'enfance voudrait être informée de la découverte de 2 enfants de 3 ans abandonnés. Mais quelque chose le freinait. Ces années dans les forces spéciales lui avaient appris à déceler des schémas, à voir ce qui se cachait derrière des événements apparemment fortuits. Ces garçons n'avaient pas été abandonnés. Ils avaient été la cible d'une tentative de meurtre, et celui qui avait essayé de les tuer pourrait recommencer s'ils réapparaissaient dans le système. Un soir, alors que la pluie fouettait les fenêtres du chalet, les jumeaux étaient blottis sur le canapé pendant que Jean entretenait le feu. Le tonnerre gronda, les faisant sursauter. Lorsqu'il se retourna vers eux, leur visage était contracté par la peur. « Est-ce que vous êtes notre papa, maintenant » demanda doucement Léo. Lucas le regardait avec la même intensité, attendant la réponse. Jean ne répondit pas tout de suite. Il se dirigea vers le fond du chalet où se trouvait une malle poussiéreuse, intacte depuis des années. Les garçons le regardèrent la sortir et l'ouvrir, révélant des dossiers portant des tampons militaires délavés. Assis à son bureau, Jean se mit à écrire, s'appuyant sur des décennies d'expérience tactique. Ces garçons auraient besoin de bien plus qu'un simple abri. Ils auraient besoin d'outils pour survivre à la noirceur qui avait failli les emporter. Il pouvait leur enseigner cela. Pas seulement des techniques de survie, mais comment décrypter les gens, repérer le danger, se volatiliser si nécessaire. Les jumeaux le regardaient travailler. Le tonnerre grondait toujours. Ils ne comprenaient pas ce qu'il écrivait, mais quelque chose dans l'expression concentrée de Jean semblait les apaiser. Ils se blottirent l'un contre l'autre sur le canapé et finirent par s'endormir au son de la tempête. L'air matinal était vif, empreint de la fraîcheur du début du printemps, lorsque Jean installa un vieil échiquier en bois sur le porche du chalet. Léo et Lucas, désormais âgés de 6 ans, observaient avec curiosité leur tuteur disposer méticuleusement les pièces, leur expliquant le nom et le déplacement de chacune. « Ce jeu, c'est la vie », leur dit Jean, ses mains burinées planant au-dessus du plateau. On gagne en anticipant, pas en cédant à la colère. Les jumeaux étaient assis en tailleur de part et d'autre de l'échiquier, leurs yeux bruns identiques scrutant les pièces avec une concentration intense. Jean avait remarqué que leur personnalité commençait à se différencier. Le regard de Léo était analytique, tandis que Lucas observait avec une patience silencieuse. Au fil des saisons, les leçons d'échecs devinrent plus profondes. Jean intégra la stratégie et la survie à chaque partie, leur apprenant à prévoir 3, 5, 10 coups à l'avance. Votre adversaire révèle son plan par de petits indices, leur disait-il. Observez, apprenez, adaptez-vous. L'entraînement dépassa le cadre de l'échiquier. Chaque matinée commençait par des courses dans la forêt, leurs petits pieds apprenant à se mouvoir sans bruit sur les feuilles mortes et les branches. Jean leur apprit à lire la forêt, à reconnaître les plantes qui soignent et celles qui empoisonnent, à trouver le nord sans boussole. À 8 ans, les jumeaux pouvaient résoudre des énigmes complexes sous la pression du chronomètre de Jean, leurs esprits s'affûtant. Il leur soumettait des scénarios, leur apprenant à réfléchir en situation de crise. La vie laisse rarement le temps d'hésiter, leur rappelait-il. Léo montrait des dons naturels pour la parole et la stratégie. Jean travailla avec lui les intonations, lui apprenant à moduler sa voix et à choisir ses mots pour influencer les autres. Il s'exerçait à des dialogues où Jean jouait différents personnages, un inconnu agressif, un voisin amical, une figure d'autorité méfiante. Léo apprit à adapter son discours à chaque situation. Lucas, plus intuitif physiquement, excellait dans le mouvement et l'observation.
Jean lui apprit à se fondre dans l'ombre, à modifier sa posture et sa démarche pour passer inaperçu. Le garçon apprit à lire le langage corporel avec une précision stupéfiante, décelant les micro-expressions qui trahissaient les véritables intentions des gens. En grandissant, Jean leur enseigna des compétences plus avancées. À 12 ans, ils apprenaient les rudiments du codage et des techniques de surveillance. Il leur montra comment détecter des micros, sécuriser leur communication, collecter des informations sans se faire repérer. Le vieil équipement militaire de son passé trouva une nouvelle vie comme matériel d'entraînement. Les jumeaux développèrent leur propre langage silencieux, une combinaison de gestes discrets et de regards entendus qui leur permettait de communiquer sans un mot. Ils travaillaient en parfaite symbiose, chacun complétant les forces de l'autre. Léo planifiait, Lucas agissait, et ensemble, ils étaient bien plus que la somme de leurs parties. Pendant leur adolescence, l'entraînement s'intensifia. Jean les poussait davantage, conscient que le temps lui était compté. Il avait commencé à tousser plus souvent, dissimulant soigneusement les mouchoirs tachés de sang. Mais il ne pouvait cacher sa faiblesse grandissante, la façon dont les tâches les plus simples l'essoufflaient. Il persévéra néanmoins. Il leur transmit tout son savoir sur la dissimulation tactique, la création et le maintien d'identité de couverture, la survie dans un monde qui pourrait à tout moment redevenir hostile. Les jumeaux absorbèrent tout, leurs esprits et leurs corps devenant des instruments d'une redoutable efficacité. Les leçons dépassaient les compétences physiques et mentales. Jean leur parla d'honneur, de la nécessité de protéger ceux qui ne le pouvaient pas. Le pouvoir sans but n'est que violence, disait-il. Trouvez une cause qui vaille la peine de se battre. Pour leur 16e anniversaire, Jean les convoqua dans son bureau. Les jumeaux y trouvèrent 3 enveloppes. Le visage de leur tuteur était grave lorsqu'il leur remit à chacun un dossier contenant de nouvelles identités, complètes avec passeport et documents capables de résister à n'importe quelle vérification. Quand le fleuve appellera, leur dit Jean, la voix brisée par l'émotion, soyez prêts à répondre. Il n'expliqua pas ce qu'il voulait dire, et ils ne posèrent pas de questions. Des années d'entraînement leur avaient appris que certaines questions devaient rester sans réponse. Ce soir-là, Jean se coucha tôt, prétextant la fatigue. Les jumeaux le trouvèrent le lendemain matin, endormi pour l'éternité, son visage buriné enfin apaisé. Ils l'enterrèrent sous le vieux chêne où ils avaient appris les échecs, sur la côte bretonne, marquant sa tombe d'une simple pierre. Nul besoin de mots entre eux alors qu'ils se tenaient là. 10 ans d'entraînement les avaient préparés à ce moment, mais rien ne pouvait vraiment les préparer à la perte de l'homme qui les avait sauvés, élevés et leur avait appris à survivre dans un monde qui avait jadis voulu les anéantir. Le bureau de poste du village sentait le renfermé et le vieux papier. Léo ajusta sa veste en cuir vieilli en s'approchant du guichet, ses pas résonnant dans le local presque désert. La vieille employée leva les yeux de ses mots fléchés lorsqu'il fit glisser sa dernière fausse carte d'identité sur le comptoir usé. L'heure de disparaître a sonné, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. Elle jeta un regard distrait à la carte avant de tamponner son dernier courrier, une lettre destinée à une boîte postale qui ne serait jamais relevée. Dehors, l'air printanier sentait le diesel lorsque Léo monta dans le TER qui attendait. Sa seule valise contenait le strict nécessaire, des vêtements choisis avec soin, un ordinateur portable puissant et les outils de son art, dissimulés dans des objets du quotidien. Alors que le train démarrait, il regarda le village s'éloigner par la fenêtre, une étape de plus sur un long chemin. La métamorphose en Léo Dubois commença avant même que le train n'atteigne la périphérie de la ville. Les doigts de Léo volaient sur son clavier, activant des portefeuilles de crypto-monnaies en sommeil et entamant le processus délicat de construction de sa nouvelle identité. Chaque transaction était calculée, créant un historique discret mais vérifiable qui résisterait à un examen approfondi. Au cours des mois suivants, Léo Dubois se fit un nom dans le monde de la finance parallèle. Il commença petit, réalisant des transactions stratégiques qui attirèrent l'attention des initiés. Sa réputation se propagea de bouche à oreille dans les cercles privés et sur les forums cryptés. Il maîtrisait le langage de l'argent et du pouvoir, le même langage qui avait bâti l'empire de Nicolas Delacroix. La méthode de Léo pour infiltrer la société d'investissement de Nicolas était chirurgicale. Il étudia leurs habitudes de trading, identifia les failles de leur stratégie et se présenta comme quelqu'un doté d'une vision précieuse. Le directeur financier de l'entreprise, Stéphane Dubois, fut sa première cible. Léo organisa une rencontre fortuite lors d'une conférence financière, où il mentionna en passant une tendance du marché qui permit au département de Stéphane d'économiser des millions. Stéphane fut impressionné par la vivacité d'esprit et le calme du jeune analyste.
il ne remarqua jamais comment les questions de Léo orientaient subtilement les conversations vers le fonctionnement interne de l'entreprise, ni comment ces suggestions pertinentes semblaient toujours coïncider avec les besoins secrets de la société. En 3 mois, Stéphane consultait régulièrement Léo Dubois. La dernière étape pour intégrer le cercle proche de Nicolas fut franchie lorsque Léo orchestra un sauvetage magistral lors d'une correction boursière. Son analyse permit à l'entreprise d'éviter une perte colossale, et Stéphane le recommanda personnellement à Nicolas Delacroix comme conseiller financier privé. Le bureau de Nicolas au siège social Delacroix à la Défense, Paris, était tel que Léo l'avait vu dans les magazines, tout en acier et en verre, conçu pour écraser. Mais Léo s'était préparé à ce moment pendant des années. Il affronta le regard calculateur de Nicolas avec une assurance tranquille, débattant de stratégies financières complexes avec l'aisance de quelqu'un qui avait baigné dans ce milieu. « Votre réputation vous précède, monsieur Dubois », dit Nicolas en examinant le CV de Léo. « Bien que vous sembliez bien jeune pour quelqu'un d'aussi perspicace. »« J'ai commencé tôt », répondit Léo avec un demi-sourire, son cœur battant à un rythme régulier malgré la présence de l'homme qui avait tenté de le tuer 18 ans plus tôt. L'argent a toujours été ma langue maternelle. Nicolas l'engagea sur le champ. Tandis que Léo naviguait dans les hautes sphères de la finance, Lucas emprunta une voie différente. Sous le nom de Lucas Martin, il rejoignit une société de services de luxe, celle qui assurait l'entretien de l'hôtel particulier de la Croix à Paris. Son entretien fut expéditif. Le superviseur leva à peine les yeux de son portable pendant que Lucas exposait ses connaissances en matière de produits d'entretien et de protocoles de sécurité. Lucas devint une ombre dans les couloirs de l'hôtel particulier. Il travaillait avec une efficacité invisible, une silhouette en uniforme parmi d'autres dans le décor de la vie des nantis. Le reste du personnel le remarquait à peine, ce qui était précisément son objectif. À chaque service, il mémorisait les habitudes, les heures où les pièces étaient vides, les angles morts des caméras, les rotations des équipes de sécurité. Grâce aux compétences acquises auprès de Jean, Lucas installa de minuscules caméras dans des recoins oubliés. Chaque dispositif était placé avec soin pendant sa routine de nettoyage, dissimulé aux yeux de tous. À travers ses yeux silencieux, il apprit le rythme de la maison et de ses occupants. La nouvelle famille de Nicolas fut une découverte. Sa femme, Valérie, évoluait dans l'hôtel particulier comme un spectre, belle mais lointaine. Mais c'est leur fille, Chloé, qui retint l'attention de Lucas. À 17 ans, elle avait les traits ciselés de son père, adoucis par une expression plus pensive. Elle passait des heures dans la bibliothèque de la demeure. Parfois, lorsque Lucas y faisait le ménage, elle lui adressait un léger signe de tête, seul membre de la famille à sembler considérer le personnel comme des êtres humains. Tard un soir, après leurs services respectifs, les frères se contactèrent via leur canal sécurisé. Léo était dans son appartement moderne, tandis que Lucas utilisait un téléphone jetable depuis sa modeste chambre de service. Leur échiquier virtuel commun brillait sur leurs écrans, une partie en cours depuis des semaines, chaque coup mûrement réfléchi. Le message de Lucas apparut dans le chat crypté, « Le fleuve a appelé ». Léo contempla l'échiquier un instant avant de déplacer son cavalier. Sa réponse fut tout aussi laconique, « Alors nous répondons ». Les frères avaient passé des années à se préparer, à avancer leurs pions, à se positionner sur l'échiquier. Maintenant, comme dans les parties que Jean leur avait enseignées, il était temps de passer à l'attaque. La lumière du soleil matinal inondait par les baies vitrées le bureau de Nicolas Delacroix au sommet de la tour, jetant de longues ombres sur le marbre lustré. Léo, alias Léo Dubois, rectifia sa cravate en soie en s'approchant du bureau imposant de Nicolas. Le rapport trimestriel qu'il tenait en main était le fruit de semaines de manipulation prudente, les chiffres étant juste assez modifiés pour dissimuler certaines transactions tout en valorisant d'autres. Les prévisions pour le 3e trimestre sont particulièrement encourageantes, déclara Léo, faisant glisser le dossier en cuir sur le bureau. Sa voix avait ce mélange précis d'assurance et de respect que Nicolas appréciait. J'ai identifié plusieurs marchés émergents qui correspondent parfaitement à notre stratégie actuelle. Nicolas s'adossa à son fauteuil, ses cheveux grisonnants brillant à la lumière du matin. Il feuilleta les pages avec une efficacité routinière, hochant la tête devant les graphiques et les projections savamment conçues. Excellent travail, Léo. Votre flair pour les tendances du marché continue de dépasser mes attentes. Léo se permit un sourire modeste, réprimant avec soin la froide satisfaction qui menaçait de percer dans son regard. Merci, monsieur. J'ai toujours prôné une approche globale. Au cours des semaines suivantes,
Léo renforça méthodiquement son influence au sein de l'organisation de Nicolas. Il commença par modifier subtilement les rapports d'investissement, orientant des fonds, modestes mais significatifs, vers des sociétés écrans qu'il avait créées des années auparavant. Chaque transaction était soigneusement dissimulée derrière des accords commerciaux en apparence légitimes. Pendant les pauses déjeuner, Léo prit l'habitude de prendre un café avec Sophie Leclerc, l'assistante de direction de longue date de Nicolas. C'était une femme d'une cinquantaine d'années, à l'esprit vif, qui avait survécu à d'innombrables restructurations grâce à sa parfaite connaissance des jeux de pouvoir en entreprise. Je n'ai pu m'empêcher de remarquer quelques anomalies dans les dernières propositions du directeur financier, glissa Léo un jour, en touillant son café d'un air songeur. Ce n'est sûrement rien, mais... Les yeux de Sophie se plissèrent imperceptiblement. Il a toujours été un peu imaginatif avec les chiffres. Quel genre d'anomalie? Léo ne lui donna que juste assez d'informations pour semer le doute sur les méthodes du directeur financier, sachant que Sophie analyserait l'information à sa manière. En quelques jours, elle se mit à éplucher les rapports du directeur financier de plus près, créant exactement le type de tension interne dont Léo avait besoin. La panique boursière fut son chef-d'œuvre de manipulation. Léo fit fuiter avec précaution une information en apparence crédible sur de possibles difficultés avec un partenaire d'investissement majeur. La légère secousse sur le marché qui en résulta fut suffisante pour inquiéter, sans pour autant déclencher une enquête approfondie. « Monsieur », dit Léo en faisant irruption dans le bureau de Nicolas avec une urgence feinte, « j'ai identifié la source du problème, et j'ai une solution, mais il faut agir vite. » Le visage de Nicolas était tendu tandis qu'il parcourait l'analyse préparée à la hâte par Léo. « Comment avez-vous découvert ça si rapidement ? » Je suivais des schémas similaires sur les marchés asiatiques, expliqua Léo, désignant des graphiques qu'il avait préparés des mois auparavant pour ce scénario précis. Si nous agissons maintenant, nous pouvons non seulement éviter des pertes, mais aussi potentiellement tourner la situation à notre avantage. Nicolas passa les appels suggérés par Léo, et en quelques heures, la situation était maîtrisée. L'incident établit définitivement Léo comme le plus fiable conseiller financier de Nicolas. Pendant ce temps, dans les couloirs feutrés de l'hôtel particulier, Lucas accomplissait ses tâches en tant que Lucas Martin avec une précision méticuleuse. Sa routine de nettoyage lui servait de couverture idéale pour observer le quotidien de la famille de Nicolas. Il portait une attention particulière à Chloé, la fille adolescente de Nicolas, remarquant qu'elle passait des heures seule dans la bibliothèque avec sa tablette, à coder et à lire pendant que son père travaillait tard et que sa mère enchaînait les soirées caritatives. Grâce à ses caméras cachées, Lucas observait les interactions de Chloé avec ses parents. Les rares apparitions de Nicolas étaient formelles et distantes, centrées sur les résultats scolaires et les attentes, plutôt que sur l'affection. Sa mère traversait les conversations comme un beau fantôme, présente physiquement mais absente en esprit. Un après-midi, alors qu'il nettoyait la bibliothèque, Lucas laissa délibérément tomber une clé USB près du fauteuil préféré de Chloé. La clé portait la simple mention « vieille photo » d'une écriture bavée. Il avait positionné l'une de ses micro-caméras de manière à capturer sa réaction lorsqu'elle la trouverait. Plus tard dans la journée, Lucas observa, via le flux vidéo, Chloé découvrir la clé. Elle la ramassa, la faisant tourner entre ses doigts avec une curiosité évidente. Après un instant d'hésitation, elle la connecta à sa tablette. Lucas savait que la clé ne contenait rien de dangereux, juste assez d'informations intrigantes pour l'inciter à creuser davantage. Les frères communiquaient avec prudence grâce à leur système ingénieux. Tard dans la nuit, lorsque l'hôtel particulier était endormi, Lucas se glissait dans la buanderie pendant sa ronde. Dissimulé derrière un panneau amovible d'un vieux sèche-linge se trouvait une radio à ondes courtes modifiée, ses signaux étant soigneusement cryptés. À des kilomètres de là, dans un coffre-fort loué par Léo Dubois, une radio identique recevait ses messages. Nicolas est en confiance, crépita la voix de Léo dans la radio une nuit. Il commence à partager des informations plus confidentielles. Comment avance notre autre projet? La graine est semée, répondit doucement Lucas, sa voix à peine un murmure. Elle est curieuse. Elle a commencé ses propres recherches dans de vieilles archives. Parfait. Reste à distance. Laisse sa curiosité faire le reste. Ces conversations nocturnes étaient brèves mais essentielles, permettant aux frères de coordonner leurs plans de plus en plus complexes tout en préservant leurs couvertures respectives. Au fil des semaines, leur travail de fond commença à payer. Nicolas se fiait de plus en plus aux conseils financiers de Léo, tandis que les sessions de recherche nocturne de Chloé s'allongeaient et se précisaient.
Les frères observaient et attendaient, chacun jouant son rôle dans la partie complexe qu'ils avaient mis des années à préparer. Un soir, alors que Lucas surveillait le flux vidéo du bureau de Nicolas, son téléphone vibra, affichant un message crypté de Léo, initié phase 2. Lucas leva les yeux vers l'écran, où l'on voyait Nicolas travailler tard à son bureau, totalement inconscient des forces qui se liguaient contre lui. Il hocha la tête en silence, sachant que tout allait basculer. La lumière du soir déclinait sur la ville alors que Nicolas présidait une table en acajou dans le salon privé du Cordon Bleu, entouré des membres de son conseil d'administration. Les verres en cristal tintaient et les conversations feutrées se mêlaient à la musique jazz en fond sonore. Léo, posté près de l'entrée, serrait un portefeuille en cuir contre lui, attendant le moment opportun. Au moment où Nicolas levait son verre pour porter un toast au récent succès de l'entreprise, Léo s'avança avec une hésitation calculée. « Monsieur, je m'excuse de vous interrompre, mais une affaire urgente nécessite votre attention. » Le sourire de Nicolas se figea presque imperceptiblement tandis qu'il reposait son verre. « Est-ce que ça ne peut pas attendre, Léo ? » « Cela concerne la fusion de Singapour, » dit Léo, juste assez fort pour que les membres du conseil à proximité puissent l'entendre. Il ouvrit son portefeuille et fit mine de chercher parmi les documents, ses gestes devenant de plus en plus agités. J'avais les chiffres actualisés juste ici. Les membres du conseil échangèrent des regards. Quelqu'un s'éclaircit la gorge. Quels chiffres ? La voix de Nicolas était maintenant plus sèche. Les prévisions révisées montrant. Léo marqua une pause, laissant l'inquiétude transparaître sur son visage. Je dois les avoir laissées à votre bureau. Celles qui montrent les niveaux d'exposition réels. Le visage de Nicolas s'assombrit. Quel niveau d'exposition ? Ce dont nous avons discuté en privé, monsieur. La voix de Léo se fit plus basse, mais pas assez pour que les autres n'entendent pas parler de passifs potentiels. Le silence se fit dans la pièce. Les membres du conseil s'agitèrent sur leurs chaises, tandis que d'autres feignaient d'être absorbés par leur repas. Les jointures de Nicolas blanchirent sur son verre. Ces chiffres n'existent pas, lança Nicolas, la voix plus forte. Et il n'y a aucun passif. Est-ce ainsi que vous traitez des informations confidentielles ? En soulevant des problèmes imaginaires lors d'un dîner privé ? Monsieur, je... Assez. Nicolas se leva brusquement, sa chaise crissant sur le parquet. Vous êtes congédié pour ce soir. Nous discuterons de la suite de votre contrat demain. Léo s'inclina légèrement et recula, affichant une peur bien réelle. En partant, il entendit Nicolas tenter de détendre l'atmosphère avec un rire forcé, mais le mal était fait. Les graines du doute étaient semées. 3 jours plus tard, la journaliste Manon Dupont reçut un email anonyme contenant des photos qui la firent se redresser sur sa chaise. Les images montraient Nicolas à divers endroits au cours des 10 dernières années, un aéroport privé aux îles Caïmans, une rencontre discrète dans le hall d'un hôtel de Zurich, des poignées de main avec des intermédiaires connus pour la gestion de comptes offshore. En pièces jointes, des documents suggérant un schéma systématique d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent. L'audit de l'AMF commença discrètement, mais ses répercussions se propagèrent dans l'entreprise comme des ondes de choc avant un séisme. Les enquêteurs demandèrent des documents, interrogèrent le personnel et posèrent des questions de plus en plus précises sur certaines transactions à l'étranger. Au milieu de cette tempête grandissante, Léo joua subtilement avec Sophie Leclerc. Il la rejoignit pour leur café habituel, choisissant un coin discret du café de l'immeuble. « Avez-vous remarqué que le directeur financier se comporte étrangement ces derniers temps ?» demanda-t-il en remuant son café. Sophie fronça les sourcils. « C'est-à-dire ? » La façon dont il rencontre l'équipe de l'AMF sans en informer Nicolas au préalable. Et ses appels tard le soir depuis son bureau. Léo haussa les épaules. Ce n'est probablement rien. Quels appels tard le soir ? Oh, je pensais que vous étiez au courant. Il est resté ici après minuit plusieurs fois cette semaine. Très mystérieux à ce sujet, d'ailleurs. L'expression de Sophie se durcit. Elle avait toujours été protectrice envers Nicolas, et l'idée d'une trahison de la part d'un collègue de confiance la contrariait visiblement. « Je vais vérifier », dit-elle d'un ton décidé. Pendant que ce drame se jouait au bureau, Lucas se déplaçait comme une ombre dans l'hôtel particulier. Lors de ses rondes de nettoyage, il plaça avec soin de minuscules micros derrière les lourds rideaux du bureau de Nicolas et sous la tête de lit ouvragée de la chambre principale. Chaque appareil était pratiquement indétectable, conçu pour capter le moindre murmure.
Un après-midi, alors que Chloé était absorbée par son codage dans la bibliothèque, Lucas laissa tomber un reçu froissé près de ses pieds. Il l'avait soigneusement vieilli pour lui donner un aspect usé et oublié. Le reçu provenait d'un prêteur sur gage, daté de 1999. Dans un coin, quelqu'un avait griffonné « Pont de la Loire » à l'encre passée. Chloé ramassa le papier, ses doigts caressant la note manuscrite. Quelque chose attira son attention, peut-être l'année ou le nom du lieu qui résonnait d'une signification cachée. Elle le glissa dans sa poche, ignorant que Lucas l'observait à travers sa caméra cachée. Le sang-froid de Nicolas commença à s'effriter sous la pression grandissante. Des cernes apparurent sous ses yeux, résultat des nuits blanches. Il se mit à chercher des micros dans son bureau, à sursauter au moindre bruit, à douter de chaque conversation. Tard un soir, en visionnant les enregistrements de sécurité de l'hôtel particulier, Nicolas remarqua quelque chose d'anormal. L'horodatage de la caméra du jardin avait sauté de 3 minutes pendant sa promenade du soir. C'était subtil. La plupart des gens ne l'auraient pas remarqué, mais Nicolas avait développé une attention paranoïaque aux détails. Il repassa la séquence plusieurs fois, les mains légèrement tremblantes. Quelqu'un avait manipulé son système de sécurité, mais lorsqu'il appela la société de surveillance, ils ne trouvèrent aucune trace d'intrusion. Les caméras semblaient fonctionner parfaitement, et leurs journaux ne montraient aucun accès non autorisé. Nicolas se tenait dans sa salle de bain privée, s'agrippant au comptoir en marbre tout en fixant son reflet dans le miroir orné. Son visage semblait émacié, hanté. « Quelqu'un m'espionne », murmura-t-il, étudiant les cernes sous ses yeux. « Il m'espionne en permanence. » Son téléphone vibra soudainement, le faisant sursauter. L'écran affichait un numéro inconnu. La main de Nicolas trembla en décrochant. Un seul mot, murmuré, mais d'une clarté glaciale, « Souviens-toi du fleuve ». Le soleil matinal projetait de longues ombres dans le bureau de Nicolas alors qu'il arpentait la pièce. Ses mocassins de luxe traçaient un sillon dans le tapis perçant. Ses mains tremblaient en attrapant sa 3e tasse de café, en renversant quelques gouttes sur sa chemise blanche impeccable. « Nicolas, je t'en prie », supplia Valérie depuis le seuil, ses doigts parfaitement manucurés agrippant le cadre de la porte. « Tu n'as pas bien dormi depuis des semaines. Ça ne te ressemble pas. » « Je vais bien », rétorqua-t-il. Mais ses yeux injectés de sang et son allure négligée disaient le contraire. Le Nicolas de la Croix habituellement tiré à 4 épingles semblait au bord de l'effondrement. « Tu as besoin d'aide », insista Valérie, sa voix s'adoucissant. « Une aide professionnelle. Imagine si quelqu'un du conseil te voyait dans cet état. Pense à l'entreprise, au moins. » Nicolas cessa d'arpenter la pièce, réfléchissant à ses paroles. Elle avait raison. Il ne pouvait pas se permettre de paraître instable. Pas avec l'AMF qui lui soufflait dans le cou et les rumeurs de conspiration qui circulaient dans les couloirs. Plus tard dans la journée, il évoqua l'idée d'une thérapie à Léo lors de leur réunion matinale. Bien sûr, la discrétion serait essentielle, ajouta Nicolas, en arrangeant des papiers sur son bureau qui n'en avaient pas besoin. Je connais peut-être quelqu'un, proposa Léo, sa voix soigneusement neutre. Le docteur Sandrine Moreau. Elle est spécialisée dans la gestion du stress chez les cadres supérieurs et jouit d'une excellente réputation de confidentialité. Plusieurs membres de conseils d'administration d'autres entreprises font appel à elle. La semaine suivante, Nicolas était assis dans le cabinet du docteur Moreau à Paris, un espace décoré avec goût dans des tons neutres, avec de confortables fauteuils en cuir. La thérapeute elle-même était une femme élégante, au regard vif et perçant qui semblait lire en lui malgré sa douceur apparente. « Parlez-moi de votre sommeil », dit-elle, sa voix aussi douce que la neige. De nombreux cadres souffrent de troubles du sommeil lorsqu'ils sont confrontés à un traumatisme passé. Un traumatisme, ricana Nicolas. J'ai bâti mon empire à partir de rien. Le succès n'est pas un traumatisme. Parfois, le fleuve de la mémoire coule en souterrain, répondit-elle, remarquant que sa main se crispait sur la coudoir. Nous avons souvent des trous de mémoire, des zones où des péchés oubliés peuvent se cacher. Séance après séance, le docteur Moreau tissa sa toile de suggestion. Elle ne mentionna jamais directement le pont ou les jumeaux, mais ces mots, choisis avec soin, ramenaient constamment l'esprit de Nicolas à cette nuit pluvieuse de 1999. L'esprit se protège, disait-elle, mais le fleuve de la vérité finit toujours par refaire surface. Pendant ce temps, Léo avait mis en place un autre niveau de manipulation.
grâce à une coordination discrète avec un contact dans l'industrie pharmaceutique, il s'arrangea pour que les antidépresseurs de Nicolas soient remplacés par des composés subtils qui provoquaient des rêves intenses et une instabilité émotionnelle. Les effets se firent rapidement sentir. Nicolas commença à voir des ombres du coin de l'œil, à entendre des chuchotements dans les pièces vides. Ses sautes d'humeur s'accentuèrent, alternant entre des accès de colère et des périodes de repli paranoïaque. Un matin particulièrement tendu, Nicolas accusa sa gouvernante de longue date de lui avoir volé ses boutons de manchette, un héritage familial qu'il jurait avoir vu sur sa commode la veille. Malgré les dénégations de l'employé et ses 20 ans de service loyal, Nicolas la renvoya sur le champ. Les boutons de manchette furent retrouvés plus tard dans la poche de son manteau, mais il refusa de reconnaître son erreur. Lucas, de son côté, menait ses propres manipulations discrètes dans l'hôtel particulier. Il modifia les registres de maintenance pour créer une série de dysfonctionnements inexplicables. L'ascenseur s'arrêtait entre les étages, coinçant Nicolas pendant plusieurs minutes avant de redémarrer mystérieusement. Les lumières de l'aile clignotaient et baissaient d'intensité lors de ses promenades nocturnes. Le système de sécurité se déclenchait sans raison, toujours lorsque Nicolas était seul. Chaque incident était suffisamment anodin pour être attribué à un problème technique, mais ensemble, ils créaient un climat d'incertitude qui maintenait Nicolas constamment sur ses gardes. Au milieu de ce siège psychologique, la curiosité de Chloé la mena sur une piste sombre. Le reçu froissé avait éveillé en elle une question persistante. Tard un soir, elle était assise dans sa chambre, la lumière bleutée de son ordinateur portable éclairant son visage tandis qu'elle tapait « 1999 incident pont » dans divers moteurs de recherche. Après des heures de recherche dans les archives de presse et les registres publics, elle trouva un rapport de police datant de 20 ans, largement censuré mais encore lisible par endroits. Le lieu correspondait parfaitement à l'endroit où son père allait pêcher chaque été, un détail qui lui donna la nausée. Le rapport faisait état de la noyade présumée d'un enfant, voire de 2 victimes, mais la plupart des détails cruciaux étaient noircis. Il ne restait qu'une description de petites empreintes dans la boue près de la rive et le témoignage d'un habitant qui disait avoir entendu des cris pendant un orage. En regardant le document, Chloé sentit les pièces d'un puzzle dont elle ignorait l'existence commencer à s'assembler. Les parties de pêche annuelles de son père à cet endroit précis. Son insistance à y aller seul, la façon dont il en revenait, silencieux et distant. Tout prenait soudain un sens sinistre. La pression psychologique atteignit son paroxysme à minuit lorsque les doigts tremblants de Nicolas composèrent le numéro de Léo. Sa voix était brisée par le désespoir. « Quelqu'un essaie de me détruire », murmura-t-il au téléphone, recroquevillé dans son bureau obscur. Mon propre conseil d'administration se retourne contre moi. Mon personnel complote avec des étrangers. Même ma propre maison n'est plus sûre. Ils sont tous de mèche. Ils doivent l'être. La réponse de Léo fut douce et tranchante comme un couteau de soie, « Et si c'était vous ?» La question flotta dans l'air entre eux, lourde de sous-entendus. Le souffle de Nicolas se bloqua dans sa gorge tandis que des souvenirs qu'il avait enfouis depuis longtemps menaçaient de remonter à la surface. Le poids de petits corps dans ses bras, le bruit de la pluie sur un pont d'acier, le splash qui hantait ses rêves depuis 20 ans. Le soleil du dimanche matin filtrait à travers les hautes fenêtres de l'hôtel particulier, dessinant de longues ombres sur le marbre poli. Lucas se déplaçait en silence dans l'aile des invités, ses pas rendus inaudibles par des années de pratique. Il connaissait bien les habitudes de Chloé. C'était son refuge lorsqu'elle voulait fuir la présence écrasante de son père, cherchant la solitude parmi les pièces inoccupées et les antiquités poussiéreuses. Avec une précision experte, il déposa une enveloppe Kraft sur le bureau ancien près de la fenêtre. L'enveloppe était vieillie, ses bords délibérément usés pour paraître ancienne. Sauvegarde sécurité, 1999, était-il écrit au marqueur noir délavé. Il la plaça de manière à ce qu'elle capte la lumière du matin, la rendant impossible à ignorer. Lucas consulta sa montre. 9h15. Parfaitement à l'heure. Chloé arriverait bientôt, en quête de son sanctuaire dominical. Il disparut comme un fantôme, sans laisser de traces. Moins de 10 minutes plus tard, Chloé entra dans l'aile des invités, son ordinateur portable sous le bras. Elle s'arrêta net en voyant l'enveloppe. Sa curiosité fut instantanément piquée. L'adolescente s'approcha avec précaution, effleurant le papier rugueux avant de rompre délicatement le sceau. À l'intérieur, elle trouva une clé USB et plusieurs photos imprimées de ce qui semblait être des images de vidéosurveillance. Les images étaient de mauvaise qualité et déformées,
mais suffisamment claire pour reconnaître une silhouette familière, son père, 20 ans plus jeune, sur ce qui ressemblait à un pont. Les mains tremblantes, Chloé inséra la clé dans son ordinateur. La vidéo se lança, l'horodatage indiquant 23h47, 15 septembre 1999. À travers les parasites et les images déformées par la pluie, elle vit son père, plus jeune, sortir d'une voiture, traînant deux petites silhouettes qui se débattaient sur le pont. Elle retint son souffle en reconnaissant le pont, le même que celui du rapport de police qu'elle avait trouvé. Les images étaient sombres et floues, mais il n'y avait aucun doute sur ce qu'elle voyait, son père, d'ordinaire 6 mètres de lui, maltraitant deux jeunes enfants terrifiés. La vidéo se coupa juste au moment où Nicolas soulevait les enfants vers la balustrade. Chloé resta pétrifiée, la main sur la bouche, les larmes coulant sur ses joues. Des heures plus tard, elle trouva sa mère dans la véranda, en train de s'occuper de ses précieuses orchidées. Valérie leva les yeux lorsque Chloé entra, remarquant immédiatement les yeux rougis et le teint blême de sa fille. « Chloé, qu'y a-t-il, ma chérie ?» Valérie posa son arrosoir, l'inquiétude creusant son visage. « Maman », la voix de Chloé se brisa, « je dois te poser une question sur 1999. À propos de deux garçons. » Valérie devint livide. Elle recula, se rattrapant au bord d'un pot de fleurs. « Où as-tu? Comment as-tu? Qui était-il, maman ?» insista Chloé, sa voix plus assurée. « Les jumeaux. Que leur est-il arrivé ?» Valérie s'effondra sur une chaise, son calme habituel volant en éclats. Ils étaient censés être morts à la naissance. C'est ce que Nicolas m'a dit. Il a dit que c'était une erreur, une brève aventure, mais que les bébés n'avaient pas survécu. Sa voix se cassa. Je l'ai cru. Je n'ai jamais posé de questions. Il était si catégorique sur le fait que nous ne devions jamais en parler. Mais ils ne sont pas morts à la naissance, n'est-ce pas? Les mots de Chloé résonnèrent dans l'air comme un poison. Valérie ne put que secouer la tête, les larmes coulant maintenant sans retenue. Je ne savais pas, murmura-t-elle. Je jure que je ne savais pas. De l'autre côté de la ville, au siège de l'entreprise de Nicolas, Léo mettait en œuvre un autre plan minutieusement préparé. Il aborda Stéphane Dubois, un cadre intermédiaire connu pour son ambition et sa tendance à bavarder, dans la salle de repos. « Avez-vous remarqué quelque chose d'étrange chez M. Delacroix ces derniers temps ?» demanda Léo à voix basse, s'assurant que d'autres pouvaient entendre, mais de loin. Stéphane fronça les sourcils. « C'est-à-dire ?» Léo sortit son téléphone et montra des extraits de surveillance soigneusement choisis des récents éclats de Nicolas. Il a renvoyé Sandra après 20 ans pour des boutons de manchette qui étaient dans sa poche. Il se parle à lui-même dans son bureau. Et ses emails. Il montra une série de messages falsifiés dépeignant un comportement de plus en plus erratique. Les yeux de Stéphane s'écarquillèrent. C'est grave. Le conseil d'administration devrait être au courant. Ils le sont déjà, l'interrompit Léo en douceur. Ils l'ont mis sous observation. Mais gardez ça pour vous, d'accord? On ne veut pas créer de panique. À la fin de la journée, les rumeurs sur l'état mental de Nicolas s'étaient propagées dans tous les services. Les membres du conseil commencèrent à recevoir des appels inquiets de divers responsables, tous rapportant des histoires similaires de comportements instables. Dans le cabinet du docteur Moreau, la pression continuait de s'intensifier. Nicolas était assis, raide, dans son fauteuil habituel, les jointures blanches sur les accoudoirs. « Vous avez mentionné des rêves d'eau », dit doucement le docteur Moreau. « De pluie et de pont. Pourquoi pensez-vous que ces images vous hantent, Nicolas ?»« Assez », murmura-t-il. « Qui étaient les garçons, Nicolas ?» Sa voix était douce mais insistante. « Que s'est-il passé cette nuit-là » La carapace de Nicolas se brisa enfin. 20 ans de murs soigneusement érigés s'effondrèrent alors qu'il se pliait en deux, son corps secoué de sanglots. « Je ne le voulais pas », suffoqua-t-il. « Je n'avais pas le choix. Ils auraient tout détruit. Ma réputation, mon avenir. Je n'avais pas le choix. » Le docteur Moreau l'observa s'effondrer, son regard aiguisé enregistrant chaque détail de sa confession. Elle n'insista pas. Ce n'était pas nécessaire. La graine avait germé, et la vérité commençait à éclore. Dans une petite pièce remplie d'écrans, Lucas surveillait plusieurs flux simultanément.
Il se concentrait sur l'écran de l'ordinateur de Chloé, où elle avait mis la vidéo en pause au moment où Nicolas atteignait la rambarde du pont. Son visage était baigné de la lueur bleue de l'écran tandis qu'elle fixait l'image figée de son père et de deux petits garçons. Qui était-il? Chuchota TL dans le noir, ignorant que Lucas entendait chaque mot grâce au micro qu'il avait placé. Un léger sourire apparut sur le visage de Lucas en la regardant. Tout se déroulait comme prévu. La vérité émergeait enfin des profondeurs où elle avait été enfouie si longtemps. L'heure était venue. Le soleil matinal filtrait à travers les fenêtres du Penthouse alors que Nicolas était assis à sa grande table de salle à manger en chaîne, remuant machinalement son café. Sa tablette était posée à côté de son petit déjeuner intact de pochés et de fruits frais. Une vibration sèche de l'appareil le fit sursauter. Du café se renversa sur le bord de la tasse. Une bannière de notification barrait l'écran, Alerte Info, un lanceur d'alerte révèle les liens du PDG Nicolas Delacroix avec le blanchiment d'argent offshore et un dossier de disparition de 1999. La main de Nicolas tremblait en touchant la notification. Son visage devint cireux en lisant l'article, chaque mot le frappant comme un coup de poing. Photos, documents, relevés bancaires, tout était étalé à la vue de tous. Et là, au milieu de la révélation, une image granuleuse d'un pont par une nuit de pluie. Son téléphone se mit à sonner frénétiquement. Membres du conseil, avocats, équipe de communication, tous exigeaient des explications. Mais avant qu'il ne puisse répondre à quiconque, la lettre de démission de son directeur financier arriva dans sa boîte de réception. Le message était bref mais cinglant, en raison de conflits d'éthique récemment révélés, je suis contraint de présenter ma démission avec effet immédiat. Nicolas eut à peine le temps d'accuser le coup que Chloé fit irruption dans la salle à manger, son ordinateur portable serré contre elle, les larmes coulant sur son visage. Valérie la suivait de près, son calme habituel en miettes. Qu'est-ce que c'est? La voix de Chloé était tremblante tandis qu'elle ouvrait son ordinateur et le tournait vers son père. Les images de surveillance se mirent à défiler, sombres et de mauvaise qualité, mais sans équivoque. Nicolas se vit traîner deux petites silhouettes sur le pont. Ce n'est rien, dit automatiquement Nicolas, la voix vide. Un montage. Quelqu'un essaie de me détruire. Arrête de mentir. Chloé frappa la table de sa main. J'ai trouvé le rapport de police. J'ai tout trouvé. Valérie s'avança, le visage blême. Nicolas, je t'en prie, dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que tu n'as pas. Sa voix se brisa. Ils sont morts. Hurla soudain Nicolas en bondissant sur ses pieds. Sa tasse de café s'écrasa sur le sol, se brisant en 1000 morceaux. Ils sont morts. Ils sont morts. Ils sont morts. Sa voix résonna dans les couloirs de l'hôtel particulier, se répercutant sur le marbre et le verre. Dans sa salle de surveillance secrète, Lucas regardait la scène se dérouler sur plusieurs écrans. Son expression resta neutre, mais ses poings se serrèrent légèrement en observant la déchéance de son père. Grâce aux caméras haute définition, il pouvait voir chaque tic, chaque goutte de sueur sur le visage de Nicolas tandis que son monde soigneusement bâti s'effondrait. De l'autre côté de la ville, au siège de l'entreprise, Léo agissait avec une efficacité redoutable. Ses doigts volaient sur son clavier, mettant en œuvre les protocoles de crise qu'il avait conçus des mois plus tôt. À chaque touche, l'accès de Nicolas au système de l'entreprise était discrètement coupé, le pouvoir étant redirigé via des canaux alternatifs contrôlés par Léo. Monsieur Dubois, un technicien informatique anxieux apparut à sa porte. Le conseil d'administration demande pourquoi les accès de M. Delacroix ont été suspendus. Protocole de crise standard, répondit Léo d'un ton égal, sans lever les yeux de son écran. Nous devons protéger les actifs de la société pendant une éventuelle enquête. J'ai les autorisations ici même. Il brandit un dossier de documents parfaitement contrefaits. Pendant ce temps, le docteur Moreau était assise dans son cabinet, passant en revue des extraits choisis des séances de thérapie de Nicolas. Son visage resta impassible tandis qu'elle compilait les moments les plus accablants, les divagations confuses de Nicolas sur le fleuve, ses aveux de culpabilité, ses tentatives désespérées de se justifier. Quelque chose a mal tourné avec les garçons, la voix de Nicolas résonnait dans ses écouteurs. Je n'ai jamais voulu. Je devais protéger tout ce que j'avais construit. Elle prépara soigneusement les extraits, y ajouta son analyse professionnelle et les transmit à l'équipe d'avocats discrètement constituée des mois plus tôt.
La situation à l'extérieur de l'hôtel particulier de la Croix devenait de plus en plus chaotique à mesure que les cars de reportage et les journalistes affluaient aux portes. Les flashs des appareils photo illuminaient la soirée comme des éclairs à l'approche de la voiture de Nicolas. La sécurité tenta de lui frayer un chemin, mais les journalistes se pressaient, hurlant des questions. « Monsieur Delacroix, avez-vous tenté d'assassiner vos fils illégitimes? Que s'est-il passé sur le pont cette nuit-là? D'où venait vraiment l'argent ?» Le contrôle de Nicolas vola en éclats. Lorsqu'un journaliste lui tendit un micro, il le frappa, son poing heurtant la mâchoire du jeune homme. La foule eut un mouvement de recul. Les caméras filmèrent. L'instant de violence fut capturé sous une douzaine d'angles et diffusé immédiatement sur toutes les grandes chaînes. À l'intérieur de l'hôtel particulier, Chloé regardait les images en boucle sur son ordinateur, chaque visionnage la rendant plus nauséeuse. Valérie était assise à côté d'elle, des larmes silencieuses coulant sur ses joues tandis qu'elle contemplait l'étranger que son mari était devenu. Le conseil d'administration convoqua une réunion d'urgence. En quelques heures, ils publièrent un communiqué, en raison des événements récents et des préoccupations relatives à sa conduite personnelle, Nicolas Delacroix prendra un congé immédiat de son poste de PDG. Cette nuit-là, les bureaux de l'entreprise étaient vides et sombres, à l'exception d'une fenêtre éclairée tout en haut de la ville. Léo était assis à son bureau, baigné dans la lueur bleue de son moniteur. Devant lui se trouvait la dernière pièce de leur long jeu, une documentation complète de chaque transaction illégale, de chaque compte dissimulé, de chaque fraude et manipulation commise sur 2 décennies. Son doigt survola le bouton « Envoyer ». Dans les dossiers joints, des preuves pour l'AMF détaillant la fraude boursière, des documents pour la police judiciaire révélant des opérations de blanchiment d'argent, et des registres financiers détaillés pour le fisc exposant des années d'évasion fiscale. Léo pensa à Jean, leur apprenant les échecs sur ce vieux Porsche. La patience, avait-il toujours dit, le coup final doit être décisif. D'un clic, les fichiers furent envoyés. Le son de l'email s'envolant sembla résonner dans le bureau silencieux, un signal numérique qui déclencherait une avalanche de conséquences dès le lendemain. À travers les caméras de l'hôtel particulier, Lucas observait Nicolas arpenter son bureau, le téléphone collé à l'oreille, tentant désespérément de faire jouer ses relations, de garder le contrôle. Mais l'homme agité à l'écran n'était plus le monstre de leur cauchemar. Ce n'était qu'un homme en train de s'effondrer sous le poids de ses mensonges. La nuit s'épaissit, et la tempête qu'ils avaient préparée pendant 18 ans s'abattit enfin sur l'empire de la famille Delacroix. La vérité, comme l'eau, trouverait son chemin jusqu'à la surface, quelle que soit la profondeur à laquelle on l'avait enterré. Le soleil matinal projetait de longues ombres à travers les fenêtres de l'hôtel particulier, mais n'apportait aucune chaleur à l'atmosphère glaciale qui y régnait. Nicolas se tenait à la fenêtre de son bureau, son reflet fantomatique sur la vitre. Une barbe de 3 jours assombrissait sa mâchoire, et ses yeux injectés de sang allaient et venaient entre les grilles fermées et la meute de journalistes qui campaient toujours à l'extérieur. Son costume, d'habitude impeccable, était froissé, il avait dormi dessus, sur le canapé de son bureau. Plus loin dans le couloir, le silence avait envahi les espaces autrefois animés par la vie de famille. Valérie se déplaçait dans la maison comme une ombre, évitant de regarder vers le bureau de Nicolas. Elle ne lui avait pas adressé la parole depuis la révélation des images. Son silence était plus accusateur que n'importe quelle parole. La chambre vide de leur fille résonnait de son absence. Chloé avait fait un sac la veille au soir, disant qu'elle avait besoin de prendre du recul. Elle était chez son amie Emma, dans son appartement à Paris. Le téléphone de Nicolas vibra. Le nom de Léo s'afficha. « Monsieur », la voix de Léo crépitait, pressante. « Vous devez allumer les informations, tout de suite. » Nicolas chercha à tâtons la télécommande, ses mains tremblantes en appuyant sur le bouton d'alimentation. L'écran s'alluma, montrant des images aériennes en direct du siège social de la Croix à la Défense. Des véhicules banalisés encerclaient le bâtiment. Des hommes en costume et en blouson marqués aux polices judiciaires et AMF entraient en file indienne. Que se passe-t-il? La voix de Nicolas se cassa. Ils saisissent tout, dit Léo, son ton soigneusement contrôlé pour feindre la panique. Monsieur, ils vous surveillaient depuis des années, ils montaient un dossier. Le lanceur d'alerte leur a juste donné les derniers éléments dont ils avaient besoin. Nicolas s'effondra dans son fauteuil en cuir, la sueur perlant sur son front. Les comptes, murmura-t-il. Il faut transférer l'argent maintenant. J'ai déjà lancé les procédures d'urgence, répondit Léo.
Donnez-moi votre code d'autorisation pour les transferts des Caïmans. Nicolas récita une série de chiffres, la voix tremblante. Transférez tout sur le compte privé dont nous avons parlé. Tout. J'y travaille, monsieur. Le bruit d'une frappe rapide résonna au téléphone. C'est fait. Les fonds sont en cours de transfert. Ce que Nicolas ne pouvait pas voir, c'était le sourire calme de Léo alors qu'il redirigeait la somme colossale vers une fondation caritative méticuleusement structurée. Les statuts désignaient Chloé Delacroix comme unique bénéficiaire, avec des clauses juridiques blindées qui mettraient l'argent hors de portée de Nicolas à jamais. De l'autre côté de la ville, dans l'aile de l'hôtel particulier, Lucas accomplissait sa dernière mission. Vêtu de son uniforme de concierge, il accepta sa lettre de licenciement en même temps que des dizaines d'autres employés, victimes collatérales de la crise soudaine de l'entreprise. Mais avant de rendre ses clés, il fit un dernier passage dans la chambre de Chloé. Le paquet qu'il y laissa était simple. Une enveloppe Kraft posée sur son oreiller. À l'intérieur, il avait glissé une lettre manuscrite et une collection de photos. Des clichés que Jean avait pris des jumeaux pendant leur enfance. Des anniversaires avec des gâteaux improvisés, des parties d'échecs sur le porche, deux garçons qui deviennent des hommes, toujours ensemble, toujours à l'affût, toujours en train de planifier. Plus tard dans l'après-midi, Chloé revint brièvement à la maison pour prendre d'autres affaires. La demeure lui semblait désormais étrangère, souillée par les secrets et les mensonges. Elle s'arrêta sur le seuil de sa chambre et aperçut immédiatement l'enveloppe. Ses mains tremblaient en l'ouvrant. Les photos se répandirent sur son lit. Deux garçons, si jeunes, aux yeux familiers. Ses demi-frères. La réalité de leur existence la frappa à nouveau, aussi vive et douloureuse que la première fois. Elle déplia la lettre et lut l'écriture soignée, « Tu étais la seule innocente. Il a pris nos vies. Nous avons pris la sienne. » Chloé porta la main à sa bouche, étouffant un sanglot. Tout devint clair. Le mystérieux conseiller financier, le concierge silencieux qui semblait se fondre dans le décor. Ils avaient été là depuis le début, orchestrant la chute de leur père de l'intérieur. Le soir venu, Chloé se retrouva à conduire vers le pont. Le même pont que sur les images, bien qu'il semblât différent dans la lumière du crépuscule. Elle gara sa voiture et marcha jusqu'au milieu, d'un pas lent et mesuré. La rambarde métallique était froide sous ses doigts alors qu'elle s'asseyait, les jambes dans le vide, à l'endroit où la caméra de sécurité avait cessé de filmer toutes ces années auparavant. La photo était maintenant froissée, à force d'avoir été serrée. Deux jeunes garçons lui souriaient. Des frères dont elle ignorait l'existence. Une famille qui lui avait été arrachée avant même sa naissance. Une larme coula sur sa joue et tomba, se perdant dans l'eau sombre en contrebas. Dans l'ombre grandissante du crépuscule, Lucas se tenait parmi les arbres à l'autre bout du pont. Il regardait sa demi-sœur pleurer la famille qu'elle n'avait jamais eue, la vérité qui avait fait voler son monde en éclats. Son visage resta impassible, mais ses yeux trahissaient une profonde compréhension et quelque chose qui ressemblait à du regret. Non pas pour la destruction de Nicolas, mais pour la peine que cela lui infligeait. Après un long moment, Lucas se détourna du pont et s'enfonça dans l'obscurité grandissante, laissant Chloé à sa solitude et à son chagrin. La pluie battait les fenêtres de la mairie de Paris tandis que Nicolas Delacroix dévalait les marches de marbre, sa cravate de travers et son costume de luxe trempé. Son regard était fou, balayant des menaces invisibles alors que les journalistes lui tendaient leur micro. M. Delacroix, un commentaire sur l'enquête fédérale? Et les comptes offshore? Monsieur, est-il vrai que vous démissionnez de votre poste de PDG? Mais Nicolas n'entendait pas leurs questions. Son esprit était ailleurs, piégé dans une boucle de souvenirs et de folie. Le bruit de l'eau tumultueuse emplissait ses oreilles, couvrant tout le reste. Les garçons du fleuve. Cria-t-il soudain, faisant reculer les journalistes. Ils sont revenus. Vous ne comprenez pas? Ils sont partout. Ses mains griffaient l'air, tentant de saisir quelque chose que lui seul voyait. Les gardes de sécurité s'avancèrent, mais Nicolas s'écarta, sa voix montant jusqu'à un cri perçant. Mon propre conseiller, le concierge. Ils étaient là depuis le début. Des postillons volaient de ses lèvres tandis qu'il pointait un doigt accusateur vers la foule. Trahison. Ils essaient de m'effacer. Deux policiers s'approchèrent avec précaution, les mains en avant pour l'apaiser. Les yeux de Nicolas roulaient follement dans leurs orbites alors qu'il se collait à un pilier. Le pont, l'eau. Je l'entends.
Je l'entends toujours. En quelques minutes, des secouristes arrivèrent avec un brancard. Nicolas se débattit tandis qu'il tentait de l'aider, hurlant à propos de vengeance et de fleuve jusqu'à ce que le sédatif fasse effet. La dernière chose qu'il vit avant de perdre connaissance fut une mère de téléphone filmant sa crise, diffusant sa déchéance au monde entier. 3 jours plus tard, Nicolas était assis dans une pièce d'un blanc clinique au centre psychiatrique des Hauts-Chênes, un établissement de haute sécurité réputé pour sa discrétion envers les patients fortunés. La fenêtre était en verre blindé. Le mobilier était scellé au sol. Il portait des vêtements en coton doux au lieu de ses costumes sur mesure. Et son assurance habituelle avait laissé place à une silhouette voûtée et hantée. Les hallucinations commencèrent dès la première nuit. Des empreintes de pas mouillés apparurent sur le sol. De minuscules pieds nus laissant des traces d'eau sur le linoléum. Elles s'effaçaient lorsqu'il clignait des yeux, pour réapparaître ailleurs. Parfois, il entendait des rires d'enfants, résonnant dans les coins de sa chambre. Mais le pire était ce bruit constant d'eau courante, comme si un fleuve traversait les murs. Le docteur Moreau lui rendit visite le 4e jour. Elle s'assit en face de lui, sa posture impeccable, son expression indéchiffrable. Nicolas la dévisagea avec des yeux injectés de sang. « Les médicaments ne marchent pas, murmura-t-il. Je les entends encore. L'eau. » Le docteur Moreau se contenta de l'observer, son silence accentuant son désespoir. « Vous devez m'aider, implora-t-il. Faites que ça cesse. Faites-les partir. » Elle inclina légèrement la tête, l'étudiant comme un cas curieux. « Vous vous souvenez, maintenant, dit-elle, sa voix douce mais ferme. » Ces 3 mots flottèrent entre eux, lourds de sens. Puis elle se leva et partit, le claquement de ses talons s'éloignant dans le couloir, laissant Nicolas seul avec ses fantômes. Pendant que Nicolas sombrait dans l'isolement, Léo démantelait méthodiquement les derniers vestiges de son empire financier. Dans son bureau temporaire, il travailla toute la nuit, organisant la vente des dernières sociétés écrans de Nicolas. Chaque transaction était précise, intraçable, dirigée vers des acheteurs sans lien les uns avec les autres sur différents continents. Les chiffres défilaient sur son écran tandis qu'il effaçait des années de construction complexes, réduisant à néant la fortune cachée de Nicolas. Le dernier transfert fut effectué à l'aube. Léo s'adossa à son fauteuil, regardant le lever du soleil colorer le ciel de la ville de teinte dorée. Il repensa aux parties d'échecs sur le porche de Jean, à l'apprentissage de l'anticipation. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres alors qu'il effaçait l'historique de son navigateur, désinstallait son logiciel de cryptage et formatait le disque dur de l'ordinateur. À midi, Léo Dubois n'existerait plus. À des kilomètres de là, sur un bout de côte rocheuse, Lucas se tenait devant une simple pierre tombale en granit. La tombe de Jean Dubois sur la côte bretonne surplombait l'océan où il s'était entraîné, enfant, apprenant à supporter l'eau froide et les vagues puissantes. Le vieil homme leur avait appris que la nature était à la fois une alliée et une arme. Il était juste qu'il repose ici, où la terre rejoint la mer. Lucas alluma l'un des cigares préférés de Jean, protégeant la flamme du vent salé avec sa main. La fumée se mêla à la brume marine tandis qu'il se souvenait des courses matinales sur cette plage. Jean les poussant à être plus rapides, plus forts, plus malins, leur enseignant que la patience était une arme plus redoutable que la colère. Le vent emporta les cendres du cigare lorsque Lucas le tapota, les flocons gris s'envolant au-dessus de l'eau. Il les regarda disparaître, pensant à tous ces matins où Jean s'était tenu ici avec eux, à préparer leur retour dans le monde qui avait tenté de les engloutir. Pendant ce temps, dans un bureau du centre-ville, une détective privée nommée Camille Leroy se frottait les yeux fatigués. Chloé Delacroix l'avait engagée pour retrouver Léo Dubois et Lucas Martin, mais après des semaines de recherche, elle n'avait rien. Leurs papiers étaient impeccables, mais ne menaient nulle part. Leur passé était détaillé, mais s'évanouissait à la moindre vérification. Même leur présence en ligne avait disparu, ne laissant que des liens morts et des comptes supprimés. C'est comme s'ils étaient des fantômes, dit-elle à Chloé lors de leur dernier entretien. Ils ont existé juste le temps de s'approcher de votre père, puis se sont volatilisés. Qui qu'il soit, il savait parfaitement comment disparaître. Chloé hocha la tête, sans surprise. Elle s'attendait à ce résultat, elle avait su que ses frères ne laisseraient aucune trace. Une partie d'elle était soulagée que leur vengeance soit accomplie, et qu'il lui ait épargné le fardeau de savoir où les trouver. De retour aux Hauts-Chênes, Nicolas était assis pour sa dernière séance de thérapie, le regard perdu sur le mur blanc. Les hallucinations s'étaient dissipées avec le temps,
mais la compréhension les avait remplacés, une lucidité pire que n'importe quelle vision. Il ne voulait pas que je meure, murmura-t-il, sa voix enrouée par le manque d'usage. Il voulait que je sois oublié. La vérité de cette phrase s'abattit sur lui comme un linceul. Sa fortune avait disparu, sa réputation était détruite, sa famille brisée. Les garçons qu'il avait tenté d'effacer avaient réussi à l'effacer lui-même. Le docteur Moreau se tenait en silence, rangeant son carnet. Elle s'arrêta sur le seuil, jetant un dernier regard à l'ombre de l'homme qui avait autrefois régné sur des conseils d'administration et plié les marchés à sa volonté. Maintenant, il n'était qu'un patient de plus, perdu dans le labyrinthe aseptisé des couloirs de l'institution, réduit à marmonner sur des fleuves et la vengeance. Sans un mot, elle tourna les talons et s'éloigna, ses pas s'estompant comme les derniers échos de l'ancienne vie de Nicolas Delacroix. Un an plus tard, une enveloppe sans expéditeur arriva à l'appartement de Chloé à Paris. À l'intérieur, elle trouva une simple clé en laiton avec une étiquette ne portant que des chiffres, 2317. Pas de nom, pas de banque, pas d'adresse. Juste du métal froid dans sa paume, lourd d'un message silencieux. Il lui fallut 3 jours pour trouver la bonne banque. Le directeur la conduisit dans un salon privé, ses gestes précis et formels en déverrouillant le coffre-fort. « Prenez votre temps », dit-il en refermant la porte. Les mains de Chloé tremblaient en soulevant le couvercle. À l'intérieur, 3 objets étaient disposés avec soin, un échiquier en bois patiné par le temps, ses cases noircies par l'usage, une médaille militaire ternie, son ruban délavé mais intact, et une enveloppe crème contenant une seule feuille de papier. Elle toucha d'abord l'échiquier, ses doigts parcourant les rainures où tant de pièces avaient glissé. Le bois était imprégné de souvenirs de stratégie et de patience, de leçons apprises en silence. Elle pouvait presque voir des mains fantômes déplacer les pièces dans la lumière douce du salon. La médaille attira ensuite son attention. Elle était lourde, frappée d'un insigne des forces spéciales et d'une date vieille de plusieurs décennies. Elle la reconnut grâce à ses recherches, une unité d'élite dont la plupart des archives étaient encore secrètes. La médaille de Jean, comprit-elle, l'homme qui avait sauvé ses frères et leur avait appris à se sauver eux-mêmes. Enfin, elle ouvrit la lettre. L'écriture était nette, maîtrisée, mais trahissait une pointe d'émotion dans ses traits soignés. La vengeance ne consiste pas à achever quelqu'un. Elle consiste à le forcer à vivre avec ce qu'il a fait. Chloé s'adossa, expirant un souffle qu'elle ne savait pas qu'elle retenait. Ce n'étaient pas de simples objets. C'était un message, la conclusion de l'histoire. Ses frères ne cherchaient ni contact ni pardon. Ils lui montraient pourquoi la vengeance ne visait ni la mort ni la destruction. C'était une question de justice, de forcer quelqu'un à affronter sa propre vérité. Dans les mois qui suivirent, Chloé utilisa son héritage, l'argent que Léo avait discrètement détourné des comptes de Nicolas, pour créer quelque chose de sensé. Elle fonda la fondation du Pont de la Rivière, un programme de bourse pour les enfants ayant survécu à un traumatisme ou à la maltraitance. Le logo de la fondation représentait 2 petites empreintes de main, à peine visibles si l'on ne savait pas où regarder. Lorsque les journalistes l'interrogeaient sur le nom, Chloé avait une réponse toute prête. Certains pensent que les fantômes sont là pour hanter, disait-elle, sa voix calme et claire. Mais parfois, ils sont là pour sauver, pour éviter que d'autres grandissent aveugles à la vérité et à la justice. Elle ne nomma jamais directement ses frères, ne prétendit jamais savoir où ils se trouvaient. Mais dans chaque interview, elle honorait leur histoire sans la révéler. La fondation existe parce que quelqu'un m'a montré que les pires moments ne doivent pas nous définir. Ils peuvent nous inspirer à protéger les autres de la même souffrance. Pendant ce temps, sur un littoral tranquille, loin de l'agitation de la ville, Léo et Lucas se construisirent une nouvelle vie. Ils choisirent un petit village de pêcheurs en Normandie où les gens ne posaient pas de questions, où le passé de chacun était respecté. Sous de nouvelles identités, créées avec la même précision que celle utilisée pour démanteler l'empire de Nicolas, ils fondèrent un cabinet de conseil spécialisé. Leur bureau occupait le dernier étage d'une ancienne maison de gardien de phare, surplombant l'océan. Ils acceptaient peu de clients, principalement de petites entreprises ayant besoin de conseils stratégiques. Leur réputation se fit lentement, naturellement, les frères discrets qui pouvaient résoudre n'importe quel problème, qui voyaient 10 coups à l'avance, mais n'attiraient jamais l'attention sur eux. Ils ne parlaient plus de Nicolas. Son nom s'était effacé comme de la vieille encre, remplacé par des discussions sur les projets de leurs clients et les conditions de pêche. Leur vengeance avait été exécutée avec la précision enseignée par Jean, non pas pour détruire, mais pour remodeler la réalité elle-même.
Un matin, Léo marchait sur la plage, sa routine habituelle à l'aube. La marée se retirait, laissant le sable lisse et sombre. Il s'arrêta en voyant des marques sur la surface humide. Pas des motifs aléatoires, mais des lignes délibérées, tracées avec un morceau de bois flotté. Pion en E4. Il leva les yeux, balayant du regard le rivage brumeux. Lucas se tenait près de l'eau, les mains dans les poches, un léger sourire se devinant même à cette distance. Il hocha la tête une fois, un geste qui résumait des années de complicité. Ce soir-là, ils étaient assis sur leur porche usé par les éléments, le vieil échiquier en bois entre eux. Ce n'était pas l'échiquier de Jean, celui-ci était en sécurité avec Chloé, mais il portait le même esprit. L'air salin les enveloppait tandis que Léo avançait un pion blanc. Lucas alluma l'un de ses cigares, de la même marque que Jean affectionnait. La fumée se mêla à la brise marine, emportant avec elle des souvenirs d'autres parties, d'autres leçons. Derrière eux, les vagues s'écrasaient sur le rivage à un rythme régulier, rappelant l'eau en mouvement, mais sans les connotations sombres de leur passé. Le fleuve qui avait façonné leur vie était à des centaines de kilomètres de là, ses eaux s'étant depuis longtemps perdues dans le vaste océan qui s'étendait devant eux. Mais comme tous les fleuves, il avait creusé son lit, modifié le paysage et coulé inéluctablement vers quelque chose de plus grand que lui-même. Les frères avaient suivi son exemple, se transformant, changeant et trouvant enfin la paix dans l'horizon infini où l'eau rejoint le ciel. La main de Léo plana au-dessus du pion, le premier coup d'une nouvelle partie. La pièce projetait une longue ombre dans le soleil couchant, comme une borne entre le passé et le présent. Autour d'eux, le village s'endormait. Les bateaux de pêche rentraient au port. Les enfants étaient rappelés à la maison pour le dîner. Les oiseaux de mer effectuaient leur dernier vol au-dessus de l'eau. L'instant portait tout le poids de leur parcours. Du pont au chalet de Jean, de la planification minutieuse à l'exécution précise, de la vengeance à la rédemption. Mais maintenant, ce poids faisait simplement partie des fondations qu'ils avaient bâties, aussi solides que le phare derrière eux. Lucas tapota son cigare sur le cendrier, regardant le soleil orange disparaître à l'horizon. L'océan devant eux était calme, reflétant la lumière dorée comme un miroir. Il ne ressemblait en rien au fleuve tumultueux de leur enfance. Pourtant, il portait en lui la même leçon que Jean leur avait enseignée, l'eau façonne tout ce qu'elle touche, non par la force, mais par la persistance et la patience. L'échiquier attendait entre eux, ces cases offrant des possibilités infinies. Plus de vengeance, plus de justice, plus de passé à venger. Juste deux frères, un vieux jeu, et le son éternel des vagues qui rythment le temps, comme le tic-tac de la vieille pendule d'échecs de Jean.